Donc, nous commençons cette troisième conférence et consacrée à l'homme face à l'intelligence artificielle. Et nous allons commencer par un petit résumé des épisodes précédents, que je résumerai en 4 points. Ce que nous avons vu tout d'abord, c'est que l'IA est une machine automate et que, en tant que telle, elle n'est pas et ne sera jamais un vivant. Et ce qui peut se résumer par le fait qu'elle se meut elle-même, c'est le principe d'un automate, mais elle ne se meut pas par elle-même. Deuxième point, l'IA est un automate de l'intelligence, ce qui veut dire qu'elle n'est pas et ne sera jamais intelligente. Elle imite la rationalité de l'intelligence, mais sans intelligence. Troisième point, l'IA est un outil à produire des signes qui sont utiles à l'homme à partir de signes. Donc, on prend des signes, on les transforme en signes. Et pour cela, on a vu qu'elle s'appuyait sur une activité naturelle, une opération naturelle, en l'occurrence pour nos ordinateurs actuels, l'opération naturelle des flux d'électrons. Et en ce qu'elle ne fait que travailler, opérer de signe à signe, avec une opération naturelle, elle ne transcende jamais la matière. Autrement dit, elle n'a pas de connaissance. Elle opère sur des signes, mais sans connaissance. Enfin, quatrième point, chaque IA est une logique de résolution qui a été figée au terme d'un apprentissage dont on a saisi un petit peu à la fois la technique et les différents outils, sous contrôle humain en chacune de ces étapes, que ce soit du point de vue des données qui servent à nourrir l'IA, des algorithmes, de la rétropropagation ou de l'alignement dont on va reparler ce soir. Autrement dit, elle est une logique singulière, propre à cette IA, mais pas une logique rationnelle au sens d'ayant accès à l'universel. Ces 4 points étant résumés, nous pouvons revenir à ce qui était la question initiale, à savoir que l'expression intelligence artificielle ne signifie qu'une ressemblance avec l'intelligence humaine. Une ressemblance. Et c'est seulement dans la mesure où il y a ressemblance qu'on peut parler d'intelligence artificielle. Plus précisément, comme le frère Guillain-Marie nous l'a montré la dernière fois, on ne peut et on ne devrait pas parler d'IA, on ne devrait et on ne parler d'IA qu'au sens d'une ressemblance avec la rationalité humaine, et pas l'intelligence, avec la rationalité humaine. Dans la pratique, nous sommes aujourd'hui très loin de cette rigueur. Les annonces fracassantes, reprises par les médias, entretiennent au contraire la confusion de l'IA avec une véritable intelligence. Or, il est impressionnant de voir avec quelle facilité on se laisse piéger par cette identification de l'IA avec une intelligence. La fascination de l'homme pour ce qui lui est semblable lui fait perdre très facilement la raison au profit des fantasmes, surtout quand ces fantasmes sont distillés sous couvert de science et de technologie. Ça donne un vernis crédible, mais ça reste du fantasme. Et donc, il nous en faut peu finalement pour redevenir des primitifs animistes qui prennent n'importe quel mouvement automoteur comme étant vivant, ou des enfants dans un magasin de jouets. Une telle fascination cache un véritable danger sur lequel je voudrais alerter dans cette introduction pour ne plus y revenir après.
lorsqu'on gobe les discours ambiants, que se passe-t-il en effet? Eh bien, on ne voit plus la différence entre notre intelligence et l'IA. On se met à se confondre avec une IA. Et ce faisant, c'est le rapport de ressemblance qui se trouve inversé. Ce n'est plus nous qui sommes la référence de l'intelligence et l'IA qui nous ressemble, c'est l'IA qui devient notre étalon de l'intelligence. Ce qui veut dire que nous nous sommes rabaissés au niveau de la machine, automate. Prenons-en quelques illustrations. Et d'abord, quelques illustrations de ce qui est vrai. L'IA a une certaine ressemblance limitée avec notre raison, et cela conduit par exemple aux affirmations suivantes. Et vous noterez pour chaque affirmation qu'il y a une ressemblance et une différence plus fondamentale que la ressemblance. Par exemple, on peut dire que de même que l'homme pense, de même la machine travaille. De même que l'homme apprend, la machine apprend, et là on mettra des guillemets parce que ce n'est pas un apprentissage du même type. De même que l'homme connaît, l'IA est nourrie avec des données. Elle a en elle tout un réservoir de connaissances qui sont, non pas qu'elle connaît, mais dont elle est nourrie de données exploitables. L'homme sait, et de même, l'IA exploite des savoirs humains. L'homme comprend, et de même, l'IA transforme des signes. L'homme parle, et de même, l'IA produit des énoncés. L'homme échange, et de même, l'IA répond aux requêtes. L'homme est intelligent, et de même, l'IA est utile. L'homme se trompe, et de même, l'IA est mal alignée. Maintenant, voyons ce qui se produit lorsque le rapport de ressemblance est inversé et que par fascination, l'homme se met au même niveau que la machine, c'est-à-dire lorsqu'il pense que son âme est un corps. Donc là, on est dans le faux, dans lequel l'intelligence humaine est comme une IA, ce qui fait que l'âme humaine est assimilée à un corps. Eh bien, on aura des expressions du genre « la pensée est un produit du cerveau » ou bien des expressions, des définitions de l'intelligence qui collent à l'IA, oui, et qu'on applique ensuite à l'homme. Par exemple, j'ai pris ici un exemple d'Elon Musk. L'intelligence n'est au fond qu'un problème de compression. Il entendait par là le fait de ramener des énoncés très multiples à des grands principes généraux. Ce qui n'est pas faux du point de vue de l'intelligence humaine, mais ici, le problème de l'exprimer comme un problème de compression, c'est l'exprimer sous le mode de ce que c'est pour une IA. Troisième exemple, l'IA arrivera un jour à la conscience ou aux émotions. L'IA fera accéder à un nouveau niveau d'intelligence, voire à une intelligence collective, on entend aussi. L'IA sera un jour générale ou universelle. L'IA sera un agent autonome. L'IA développera un instinct d'autoconservation. L'IA se passera des hommes et les remplacera. Vous pouvez multiplier les exemples. Tous ces exemples ont la même manière de procéder. Ils réduisent l'homme à la machine et ensuite, ils appliquent les mêmes expressions, les mêmes formules à la machine et à l'homme. Donc, ici, dans ce deuxième cas, on a inversé le rapport de ressemblance. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Si la fascination conduit à l'erreur sur la nature humaine, l'erreur conduit à un péché particulier qui est celui de l'idolâtrie. L'homme, en effet, s'extasie d'être arrivé à créer son semblable. Il voit dans la puissance de son œuvre la preuve de sa toute-puissance, si bien qu'il se met à s'adorer lui-même
dans l'œuvre de ses mains. Et ça n'est pas pour rien que tous les titres qui assimilent l'homme à une IA sont toujours des titres triomphants, hein, et triomphants de cet orgueil humain qui enfin a créé son semblable. C'est ce que l'écrivain Villiers de l'Isle-Adam avait bien saisi dans son roman futuriste de 1886, L'Ève future. Il mettait en scène la rencontre entre un jeune lord, Lord Evald, et l'ingénieur Edison, à l'époque le sommet de l'ingénieur, le Elon Musk de l'époque, hein, qui lui présentait sa dernière invention, un véritable androïde, et à l'époque, Villiers de l'Isle-Adam, 1886, parle d'andréide, hein, il l'appelle un andréide, concentré des dernières technologies, et sur lequel on pourrait se méprendre à la voir, cette Ève future. Elle est comme la plus belle des femmes. Or, Villiers avait saisi ce qui se cache derrière ce fantasme de l'androïde technologique. À savoir que, par son propre génie, l'homme reproduirait le geste de la Genèse, c'est-à-dire que, et cette fois-ci, ça serait lui qui le ferait lui-même, il tirerait de son côté une nouvelle Ève, c'est-à-dire une semblable à lui, qui comblerait sa fascination pour le semblable, en même temps qu'elle serait la première d'une nouvelle race. Et je vous ai mis ce texte, cette tentation que Ève suscite, que Ève susurre à l'oreille du jeune Lord Evald. « Si tu savais comme la nuit de mon âme future est douce, et depuis combien de rêves tu m'attends. Hein, je comble ta fascination, je comble tes fantasmes de toute puissance. Si tu savais quel trésor de vertige, de mélancolie et d'espérance cache mon impersonnalité. » Et ici, on est exactement devant la fascination de l'IA. Hein, ces trésors de vertige, de mélancolie et d'espérance que cache l'impersonnalité de l'IA. Face à cela, résister à la tentation de l'IA, ce n'est donc pas simplement garder un esprit critique, ce n'est pas seulement échapper à l'inversion de la ressemblance, ce n'est pas seulement tomber ce n'est pas simplement échapper à l'erreur matérialiste au sujet de l'homme, c'est résister à l'orgueil de l'idolâtrie de soi-même. Et c'est redire avec le prophète Osée, « Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. » Hein, voilà ce que c'est que résister aujourd'hui à la fascination de l'IA. Alors, nous suivrons dans la suite de cet exposé le plan suivant. Tout d'abord, nous allons évoquer 2 exemples de difficultés morales posées par l'IA. Le premier sur l'apprentissage, qui concerne le moment de l'apprentissage, et qui est celui de l'alignement, et le deuxième qui concerne l'utilité de l'IA, à savoir les IA qui décident, auxquelles on confère un pouvoir de décision. Et puis, nous nous poserons ensuite 3 questions de morale. La première, qu'est-ce que c'est qu'une bonne IA ? La moralité de l'outil. Est-ce qu'il y a des bonnes IA ou est-ce qu'il y a seulement des mauvaises IA ou à quelles conditions une IA est bonne? Deuxièmement, est-il bon d'utiliser l'IA? La moralité de l'usage de l'outil. Et enfin, est-il bon que l'IA soit utilisée? La moralité sociale de l'usage de l'outil. Donc, nous commençons par le premier exemple sur l'apprentissage, l'alignement de l'IA. Merci frère Emmanuel pour cette introduction. Moi, je vais aborder le premier sujet qui va concerner ce qu'on appelle l'alignement d'une intelligence artificielle, et plus précisément l'alignement des modèles de langage. Lors des 2 premières conférences, la première, on avait un peu plus expliqué ce qu'était le deep learning, et lors de la deuxième conférence, j'avais plus précisément expliqué la manière dont étaient entraînés les modèles de langage, comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Pour introduire le contexte,
faut se rappeler que les modèles de langage ont deux phases d'apprentissage. La première, que l'on nomme le pré-entraînement, consiste simplement à faire de la prédiction du mot d'après dans une séquence, à part avec des textes très variés et très divers qui sont, sourcés sur internet directement. Donc on développe un algorithme qui est capable de prédire le mot qui suit une séquence de mots et comme exemple, on va juste, prendre n'importe quel, énormément de différents textes qui sont situés sur internet. Et donc, pour reprendre les termes d'Elon Musk, ici, là, on a une compression d'informations, dans le sens où on obtient un modèle qui va être capable de prédire, des séquences qui sont probables et qui vont contenir beaucoup d'informations. Tout ça dans un modèle qui, face à la grandeur d'internet, est, beaucoup plus petit, en fait. Donc on a une sorte de compression, finalement, de l'information, au sein d'une architecture particulière, d'algorithmes particuliers. Ça, c'est la première phase et lorsqu'on a cette machine qui est capable de prédire le mot d'après, eh bien, on ne peut pas l'utiliser tel quel directement, c'est pas forcément très utile. C'est pour ça qu'il va y avoir une deuxième phase, lors de l'entraînement, qui va s'appeler, l'alignement et cette phase-là, en fait, c'est une phase d'apprentissage où on va entraîner l'algorithme sur des données particulières. Plus précisément, ce qui est choisi, ce sont des données de type dialogue. Pourquoi? Parce que lorsqu'on interagit avec cette intelligence artificielle textuelle, on a envie de pouvoir poser des requêtes, obtenir des réponses sous la forme d'un dialogue. Et c'est pour ça qu'on va choisir, des formats textuels de type dialogue. Et en faisant ça, elle se pose la question de comment est-ce que comment est-ce serait censée répondre l'intelligence artificielle lorsqu'on lui pose des questions, par exemple, qui touchent à elle-même, et cetera. Donc, et typiquement, en fait, cette question, elle traitée a été traitée de la manière suivante, c'est que les développeurs ou les data scientists qui travaillent sur ce genre de problème vont en fait créer ce qu'on appelle un persona. Donc un persona, c'est comme, une identité virtuelle, un ensemble de bonnes réponses, qui concernent ce qu'est une intelligence artificielle de texte. Et l'idée, c'est que si je pose à l'intelligence artificielle, «Qui es-tu?», ça la suite de la phrase, c'est très compliqué en fait, si j'entraîne simplement sur internet, il peut y avoir une multiplicité de réponses et il va pas y avoir de cohérence ni de consistance, entre différentes réponses. Donc il y a pas vraiment de bonne réponse parce que ça dépend de la personne qui s'adresse. Et donc là, lorsque les développeurs travaillent justement sur cet alignement, en fait, ils vont créer de toutes pièces une identité virtuelle avec un ensemble de bonnes réponses en disant: «Bon, si on te demande: "Qui es-tu?", tu devras répondre: "Je suis un modèle de langage, créé par OpenAI", par exemple». Et on va avoir, comme ça un ensemble de dialogues avec ce type de réponse à l'intérieur et l'intelligence artificielle va être entraînée sur, ce type de données. Et donc cette création d'un persona, ça permet d'avoir un style d'écriture qui peut être choisi par les développeurs, par exemple. J'aimerais que mon IA soit plutôt joviale, qu'elle ait un ton intéressant pour que ce soit agréable de discuter avec elle. Donc pour pouvoir obtenir ce résultat, je vais fabriquer des conversations qui seront avec un ton jovial, avec, beaucoup d'emojis par exemple, avec une manière de parler qui est agréable à écouter. Mais ensuite, c'est beaucoup plus intéressant si l'intelligence artificielle n'est pas simplement, neutre au niveau émotionnel, mais, a des semblants d'empathie et cetera. Et on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des textes où il va y avoir, de l'empathie qui va être écrite, de la réaction, des mots qui peuvent, ressembler à de la tristesse ou à quelque chose sinon, d'autres choses, de la joie et cetera. Des émotions qui nous sont humaines et on va avoir des textes qui vont mettre en exergue ce genre d'émotions et ensuite l'intelligence artificielle va être entraînée aussi sur ce genre de données et vu que l'apprentissage, c'est simplement reproduire, les données que l'on reçoit d'une certaine manière, eh bien, l'IA va également exhiber ces mêmes capacités et ces mêmes qualités, en fait. Et enfin, moi, ce qui me semble, le plus, dérangeant finalement, c'est que au-delà de ça, c'est que en fait, on va même avoir des réponses par rapport à une certaine conscience de soi, une connaissance de soi de la part de l'IA sur elle-même. C'est-à-dire et justement, ça touche à toutes les questions que l'on pose sur son identité, sur sa manière de fonctionner,
sur est-ce qu'elle a des émotions, et cetera. On peut poser ces questions-là et on va avoir des réponses qui sont assez étonnantes si on pose, ces questions-là à ChatGPT. C'est qu'il va y avoir, des réponses du type: «Je suis un modèle de langage, je n'ai pas d'émotion» ou et cetera. Et en fait, obtenir ce genre de réponse, c'est pas anodin parce que ça veut dire que l'intelligence artificielle, qui n'a pas de connaissances sur elle-même, parce que c'est simplement une machine à prédire des mots d'après, est capable d'avoir une réponse, qui a été travaillée par des hommes et qui va être ressortie au bon moment, quand on va le demander. Et ça, c'est là où on va se rapprocher de la ressemblance avec l'homme parce que on va avoir, l'impression d'avoir en face de nous quelqu'un qui a une identité, singulière, mais qui fondamentalement est virtuelle en fait et qui n'existe pas. Hem, donc on va penser avoir presque un individu finalement en face de nous que lorsqu'on lui parle. Et donc là, il va y avoir une question morale sur, bah, est-ce que c'est moralement bon, par exemple, de créer ce genre de réponse et de situation de telle manière à ce qu'au final, l'utilisateur puisse presque, avoir des il peut y avoir des biais anthropomorphiques, des biais anthro Anthropomorphisme. anthropomorphiques, merci, qui font croire que, l'intelligence artificielle va avoir des qualités humaines ou des choses qui sont, purement humaines, en fait. Donc ça, c'est, typiquement tout ce qui touche à la création d'un persona. Et en fait, ce genre de biais ou de choix de la part, des concepteurs des intelligences artificielles se retrouve aussi à différents niveaux. Typiquement, lorsqu'on entraîne une intelligence artificielle sur internet, il va y avoir des biais dans les données d'internet. Ça peut être des biais qui sont présents, de base dans les textes. Par exemple, des opinions politiques qui sont dans les textes, différentes positions idéologiques. En fait, c'était lorsque l'intelligence artificielle va être entraînée sur ces textes-là, elle va avoir, peut-être les mêmes positions aussi que ce qui a été lui a été présenté. Et un exemple qui est assez intéressant, c'est que selon les différentes langues avec lesquelles on interagit avec la même intelligence artificielle, il peut y avoir des positions idéologiques très différentes, en tout cas assez différentes. Et donc ça montre bien que le corpus de texte d'entraînement, selon la langue, va avoir des valeurs humaines pour nous, différentes. Par exemple, heu, tout ce qui va être, autour, de l'anglais et cetera, ça va être beaucoup plus ouvert au multiculturalisme que ce qui est par exemple en russe ou en chinois. Parce que les textes qui sont russes et chinois vont moins parler de ces valeurs-là ou de ces positions-là, contrairement à des textes qui sont dans une langue différente. Donc heu, ça c'est une des sources des biais, du coup, ça va être les données d'entraînement pendant le pré-entraînement. Et après pendant l'alignement, lorsque justement on va transformer le modèle, en un modèle conversationnel, il va y avoir un choix sur qu'est-ce qui est politiquement correct. C'est-à-dire comment est-ce qu'on aimerait que notre IA se comporte? Quelle qualité on aimerait qu'ait notre, intelligence artificielle? Donc par exemple, hem, les IA de Google et de Meta sont un peu plus favorables aux valeurs sociétales qui sont progressives. Et ça, c'est un choix de design, en fait, de la part des concepteurs. Et ce choix-là, il s'effectue avec des techniques d'alignement où, l'intelligence artificielle produit plusieurs textes et l'être humain choisit celui qui est le meilleur, selon certains critères. Et ensuite, cette information va servir à mettre à jour, l'intelligence artificielle d'une certaine manière pour qu'elle reproduise plus souvent les tests qui ont été choisis. Et avec ça, on peut, inhiber ou désinhiber certaines qualités, certaines valeurs que l'on souhaite que notre intelligence artificielle manifeste. Et donc j'ai dit, par exemple, Google et Meta plus favorables aux valeurs sociétales progressives, Anthropic, OpenAI ou Twitter, enfin X, c'est plus des qualités de l'ordre souveraineté nationale, autorité centralisée, et cetera. Et donc là, il va effectivement y avoir aussi des choix moraux, heu, sur le fait que, il va y avoir des qualités qui sont choisies, par certaines personnes ou même des positions idéologiques qui peuvent, transparaître dans la manière dont s'exprime l'intelligence artificielle ou manipule, les symboles. Donc ça pose une question. Enfin, pour nuancer, ce que j'ai un peu dit, c'est que ces études-là qui ont repéré ces biais ou en tout cas ces tendances, c'est, lorsque l'on pose la question, à l'intelligence artificielle
dans des situations où il y a très peu de contexte. C'est-à-dire, on pose directement la question qui nous intéresse et l'IA produit un texte, pour répondre. Un peu comme une utilisation de ChatGPT. Mais, ce vers quoi on se dirige de plus en plus, c'est souvent, des intelligences artificielles qui sont capables, de requêter, hem, de faire des recherches sur internet, d'obtenir des bouts de pages web et de s'en servir pour générer du contenu, de type résumé et cetera. De telle manière à ce que, ce soit en général des réponses plus pertinentes. Bien, dans le cas où justement il y a beaucoup plus d'informations qui sont données, au sein de la fenêtre de contexte du modèle de langage, eh bien, les biais ont sûrement tendance à disparaître au profit des biais qui sont dans les textes. Exemple, si si le modèle effectue une recherche, tombe sur une page Wikipédia qui a des valeurs idéologiques très prononcées pour une certaine position, c'est sûrement cette même position qui va être retranscrite dans la réponse, au final, de l'intelligence artificielle. Au-delà de ce qu'a pu subir l'intelligence artificielle pendant sa phase d'entraînement. Et donc à partir de ça, ça permet un peu de nuancer justement ces sources de biais, même qui ont été introduites, par les concepteurs de ces intelligences artificielles. Nous avons vu le problème de l'alignement. Je voudrais évoquer un autre problème moral posé par l'intelligence artificielle, c'est le problème de la décision. Donc l'IA est destinée à être utilisée dans des systèmes qui prennent des décisions. Ça peut être dans des voitures autonomes ou bien, et le problème sera plus aigu, dans des systèmes d'armes. Et le pape François, dans son message pour la Journée mondiale de la paix en 2024, avait expliqué que la recherche sur les systèmes d'armes létales autonomes était un grave sujet de préoccupation éthique. Parce que, de même que l'intelligence artificielle, comme nous l'avons vu, n'a pas accès au vrai, elle ne possède pas l'intelligence au sens strict, et bien de la même manière, elle n'a pas accès au bien universel. Elle reproduit des décisions selon la logique singulière qui est la sienne. Et cette difficulté a été soulignée par le biais d'une expérience de pensée classique qui s'intitule « Le dilemme du tramway ». Imaginons le conducteur d'un tramway hors de contrôle qui s'apprête à percuter 5 hommes qui travaillent sur la voie. Alors il faut supposer que les hommes ne peuvent pas s'échapper, que le choc va entraîner nécessairement leur mort. Et maintenant, imaginons aussi que le conducteur du tramway, ou bien un autre agent qui contrôle l'aiguillage, a la possibilité de dévier le tramway sur une autre voie sur laquelle il y a une seule personne seulement. Est-ce que le conducteur ou l'agent qui fait l'aiguillage doit changer de voie? Donc c'est un dilemme qui nous présente un choix moral sous la forme d'une alternative entre deux maux qui sont mesurables assez facilement, 5 morts d'un côté, 1 mort de l'autre. Ce genre de dilemme sont donc assez prometteurs pour programmer un algorithme de décision. Alors ce dilemme vient du contexte de la délibération au sujet du moindre mal. Est-ce qu'il est permis moralement de commettre un acte qui provoque un mal moindre que si l'on ne fait rien? La morale catholique enseignant qu'il n'est pas moral de commettre un mal en vue d'un bien. Au contraire, la philosophie morale utilitariste cherche à maximiser le bien-être et à diminuer la souffrance. Et dans cette optique, eh bien, la solution du dilemme est simple. Le conducteur devra dévier le tramway et écraser la personne seule. C'est un dilemme intéressant parce qu'il a le mérite d'exposer la morale dans des termes simples, réductibles à un simple calcul, c'est-à-dire programmable dans une intelligence artificielle. Si le nombre de personnes présentes sur la voie B est inférieur au nombre de personnes sur la voie A,
alors va sur la voie B. On peut concevoir un algorithme sur cette base. Malheureusement, c'est justement sur ce point que pêche le dilemme du tramway, parce que nous ne sommes jamais dans ce cas. La réalité est toujours plus complexe. Parce que peut-être que la personne seule est à la veille de découvrir un vaccin pour soigner la prochaine épidémie de Covid. Peut-être aussi que les 5 personnes sont atteintes d'un cancer en phase terminale. Ou plus simplement, dans un cas ou dans l'autre, peut-être qu'il y a plus de distance et j'aurai le temps de crier pour dire aux personnes de se pousser. Donc le calcul de l'utilitariste est toujours simpliste. Nous ne maîtrisons pas absolument toutes les conséquences de nos actes. Nous ne pouvons pas les mesurer totalement. Autrement dit, il est impossible de réduire la morale à un algorithme. La morale chrétienne ne repose pas sur de petites recettes, mais sur une sagesse pratique, qu'Aristote et saint Thomas d'Aquin appellent la prudence. Ce n'est pas la prudence au sens de la précaution. Ainsi, la prudence peut parfois me commander de brûler un feu rouge si je dois aller sauver quelqu'un. La prudence, c'est une vertu, une sagesse qui choisit les bons moyens en fonction de la fin désirée. Elle est la vertu qui fait de nous des personnes rusées comme des serpents et pures comme des colombes. Cela demande de longues années d'apprentissage durant toute notre vie, mais surtout, la prudence permet de poser un jugement sur l'action à poser. C'est une intelligence pratique, et c'est là que l'intelligence artificielle est défaillante. Il faut une intelligence, et c'est la seule chose qu'elle ne possède pas. Quand l'ingénieur va programmer l'intelligence artificielle, il va donc nécessairement utiliser une logique de ce type, une logique utilitariste, entre écraser 5 personnes et écraser une seule personne, choisit de n'en écraser qu'une seule. La morale sera réduite à ces petites recettes. Mais, et c'est là qu'il y a un problème supplémentaire qui est lié au fonctionnement même de l'intelligence artificielle, le chemin pour parvenir à cette décision particulière sera laissé aux mains de la machine. L'IA est programmée pour donner le même résultat que ce qu'attendent les humains selon une logique utilitariste. Mais le chemin de résolution de la machine est une logique non rationnelle, une logique faite d'approximations statistiques. C'est acceptable lorsqu'on s'intéresse à un résultat comme une reconnaissance d'image ou la cohérence d'un texte, mais ça l'est moins quand il s'agit de décisions graves. Il faut que ceux qui agissent puissent rendre compte de ses actes, il faut que l'agent puisse expliquer pourquoi il a fait cela. Ou il faut que celui qui a programmé l'intelligence artificielle puisse rendre compte de son fonctionnement. C'est ce que toute personne inculpée dans un tribunal doit expliquer, ce qu'elle a fait et pourquoi elle l'a fait. Avec l'intelligence artificielle, nous nous mettons entre les mains d'une décision arbitraire, même si les résultats sont globalement positifs. Et nous pouvons maintenant passer à, après avoir exposé ces deux problèmes, à l'aspect, à l'enjeu moral de l'intelligence artificielle. Merci. Donc, nous voyons au travers de ces deux exemples que l'IA pose un certain nombre de problèmes éthiques qui nous a placés au cœur de ces problèmes. Et on va essayer pour finir de faire le tour des différentes difficultés. Il ne s'agit pas ici de toutes les traiter, mais au moins d'évoquer ce qui nous a paru être le panorama des questions morales autour de l'IA. Donc tout d'abord, le premier aspect, c'est l'IA en elle-même, l'outil lui-même. Qu'est-ce qui fait une bonne IA? Et est-ce qu'il y a une bonne IA? Alors, commençons par poser une distinction. Il y a 3 perfections
dans un bon outil. Un bon outil, ça résulte de la combinaison de 3 facteurs. Il faut un besoin d'usage à satisfaire, il faut un savoir-faire et il faut de bonnes performances. Par exemple, un écran vidéo est un bon outil parce qu'il répond au besoin de projeter des images dynamiques. Ça a été rendu possible par l'invention de mécanismes de balayage. Et cette invention des mécanismes de balayage sur des écrans pour produire des petits points est devenue vraiment utile lorsque on a réussi à faire un rafraîchissement de l'image suffisant pour que on puisse avoir vraiment une projection dynamique d'image sur un écran. Chacun de ces facteurs correspond à un domaine de perfection de l'outil. Il y a la perfection de sa forme, ce qui fait que l'outil est bien constitué, bien conçu, il a sa consistance et sa cohérence. Il y a la perfection de son opération, c'est-à-dire de ses capacités d'utilisation, de ses performances d'utilisation. Et enfin, il y a la perfection de l'utilité qui vient de ce que l'outil répond aux besoins pour lesquels on l'a conçu. Donc, appliquons cela à l'IA. Pour faire une bonne IA, il faut d'abord des éléments bons du côté, il faut des bons produits. Hein, c'est comme la bonne cuisine, il faut des bons produits. Une bonne IA, il faut des bons produits. Et ça, c'est du côté de la perfection de la forme, pour faire un bon outil. Et ici, la particularité de l'IA, c'est qu'il faut être bon à tous les niveaux. Les progrès de l'IA ont pu apparaître parce que il y a enfin eu une espèce de cohérence, de convergence entre tous les niveaux qui étaient impliqués du point de vue de l'IA. Que je rappelle, donc il faut de bonnes données, de bons algorithmes, un bon apprentissage et de grosses puissances de calcul. Je me contenterai ici d'une remarque. Une erreur commune, une erreur en fait métaphysique commune, veut que plus, c'est forcément mieux. Ça, c'est un présupposé matérialiste qui fait de la quantité la détermination fondamentale de toute chose. Et qui pense de surcroît qu'un tout se ramène à la somme de ses parties. Donc plus on a de choses, plus on truffe une IA de tas de choses, de tas de technologies, meilleure elle sera. Et par exemple, on entend, il y a tout un discours sur le fait d'augmenter massivement le nombre de données pour que, de manière mécanique, l'IA devienne imparable, parfaite, toute puissante, toute connaissante, toute sachante de toutes choses. Et en réalité, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. La perfection d'une forme fonctionne lorsque toutes les parties sont bien entre elles dans une coordination qui fait qu'elles ont ensuite une activité optimisée, une activité optimale. Donc, en réalité, plutôt que de multiplier par exemple les données, il vaut beaucoup mieux de bonnes données. Ça change tout. Des données bien sélectionnées, très pertinentes, de telle sorte qu'on ait un échantillon statistique qui soit très utilisable et très exploitable, et parce qu'il va orienter toujours vers des bons résultats, plutôt que d'avoir des bruits de fond en multipliant à l'infini les données. Deuxième niveau de perfection de l'outil, la perfection de l'opération. Et ici, l'outil, il est plus parfait dans ses activités selon qu'on arrive à l'optimiser ou que aussi on arrive à, par exemple, un contrôle qualité dans l'industrie, à faire une amélioration des performances parce qu'on a optimisé l'opération. Donc, en l'occurrence, on aura
une optimisation dans l'exploitation des données, dans l'efficacité à produire un résultat et dans la qualité du résultat. Donc, je pense que ce sont les trois grands pôles d'amélioration. Et puis enfin, on a un troisième facteur de perfectionnement de l'outil qui est celui de son utilité. Il faut que tout cela serve à une meilleure utilité. C'est-à-dire qu'il faut bien répondre aux besoins pour lesquels on l'a conçu. Et là, je dirais, se situe un des premiers gros problèmes de l'IA. Alors, oui, un des premiers gros problèmes qui rétroagit sur les deux premiers niveaux de perfection, c'est que si vous faites une IA qui joue sur la fascination de l'homme, vous allez sélectionner des données, des algorithmes, des apprentissages, des méthodes d'optimisation qui correspondront à ce qui fascine le plus. Pour reprendre le cas de l'alignement, hein, la persona, c'est la persona dans laquelle on ne se rend plus compte qu'on parle à une machine. Ouais. Et lorsque vous avez réorienté tout votre outil en fonction de cet objectif de fascination, eh bien, nécessairement, ça veut dire que votre outil, il est plus là pour vous fournir ce que vous, humains fascinés, attendez, et non pas répondre à un vrai besoin qui serait des raisons objectives d'aller demander des choses à une IA. Deuxième trait du point de vue de la perfection d'utilité, c'est il faut que les défaillances restent dans des limites acceptables. Et troisièmement, il faut que les effets secondaires qui sont inhérents à tout outil, hein, tout outil a des effets secondaires, il faut que les effets secondaires soient maîtrisables et ne soient pas tels qu'ils suppriment l'utilité de l'outil. Bien. Cela posé, on peut maintenant aborder la question de la moralité de l'outil. Et pour cela, il faut introduire deux distinctions. La première, c'est la différence entre la bonté de l'opération et la bonté de l'usage. En effet, lorsque l'homme se sert d'un outil, il utilise son effet caractéristique à ses propres fins. Et donc, pour apprécier la moralité d'un outil, il faut distinguer la bonté de cet effet caractéristique en lui-même et la bonté de l'utilisation que moi je fais de cet effet caractéristique. Deuxième distinction, par exemple, ici, je vais donner deux exemples. Par exemple, un effet caractéristique bon peut être utilisé à une fin mauvaise. Ainsi, je me sers de ma voiture pour écraser mon voisin pénible. Non, l'effet caractéristique de la voiture, son utilité, c'est de rouler, mais justement pas de rouler sur cette personne-là, hein, pas de rouler sur quelqu'un. Donc, on se sert d'un effet bon et c'est l'usage qui est mauvais. Mais à l'inverse, un effet caractéristique d'un outil peut être mauvais, mais servir à une fin bonne. Par exemple, les poisons que l'on utilise en chimiothérapie pour tuer des cellules cancéreuses. En eux-mêmes, ces poisons sont mauvais, mais ils nous servent à une fin bonne qui est de cibler spécifiquement certaines cellules. De même, des armes peuvent avoir ont des effets mauvais, mais elles peuvent servir à se défendre contre un ennemi. Maintenant, deuxième distinction, la distinction entre l'usage principal d'un instrument et les usages secondaires. Un outil est toujours conçu en vue d'une fin principale, c'est-à-dire pour répondre à un besoin particulier. Par exemple, la voiture, c'est pour se déplacer. Pour autant, cela ne limite pas l'usage. On peut dormir dans sa voiture.
On peut se servir de sa voiture pour bloquer la porte d'une grange, etc. Car l'effet caractéristique peut s'avérer utile pour d'autres tâches, quoique ce ne soit pas l'usage principal. Bien. Appliquons maintenant ces distinctions et spécialement à la question de l'IA. La première, me semble-t-il, le premier principe qui prévaut, c'est le fait que le fabricant est responsable de la bonté de l'usage principal. Un outil à finalité principale mauvaise est un mauvais outil, même s'il est parfaitement bien pensé, parfaitement opératoire, parfaitement utile à ce besoin. Mais si le besoin en lui-même est mauvais, eh bien, le fabricant a produit un objet faire du mal. Et donc, il est responsable d'avoir fait un objet pour faire du mal. Ainsi, une société développant une IA ayant une utilité principale bénéfique n'est pas responsable de ceux qui détournent cette IA à des fins mauvaises. Lui, la fin principale de l'outil, elle est bonne. Et donc, le fabricant a raison de faire une IA qui est avec une fin, un besoin qui en lui-même est bon. Mais, en revanche, la société qui développe une IA ne peut pas se retrancher derrière la qualité de son produit, la bonté de l'outil, pour se défausser de sa responsabilité face à l'usage principal. Par exemple, vous faites une IA qui sert à craquer des mots de passe ou, de manière générale, des clés de chiffrement. De soi, ça peut être bénéfique. Mais vous ne pouvez pas vous dire « mais regardez, elle est très bonne parce qu'elle fait très bien son travail, elle vous décrypte, elle vous craque tous les mots de passe ou tous les clés de chiffrement ». Vous ne pouvez pas présenter ça simplement parce que, en réalité, vous fournissez à tous les voleurs l'outil de rêve. Et donc, le besoin auquel vous répondez, en lui-même, il est trop indifférent pour que ça soit justifié de développer une telle IA. Donc, le développeur de cette IA a la responsabilité de faire en sorte que cette IA qui sert à casser des codes sera utilisée principalement par des gens bien intentionnés, pas par les voleurs. Donc, ça oblige à restreindre l'accès, ça oblige à trouver des moyens de diffusion limités et aussi à renoncer à des bénéfices. D'autre part, il faut faire, me semble-t-il, une distinction selon les applications de l'IA entre celles qui remplacent des activités humaines et celles qui permettent d'accomplir de nouvelles activités inaccessibles jusque-là. Le remplacement des activités humaines comme usage principal de l'IA, donc on parle de l'usage principal de l'IA, celle dont le fabricant est responsable, le fait que l'usage principal d'une IA soit de remplacer des activités humaines pose de réels problèmes moraux. Et Freddy Lamary y reviendra. Par exemple, la réalisation de films par l'IA. Les décisions des tribunaux prises par IA. Ça, ce sont des lieux sur lesquels se pose une vraie question. Est-ce que c'est légitime? En revanche, lorsque une IA, la fin principale d'une IA, l'utilité principale d'une IA, c'est de répondre à un besoin qui n'existait pas jusqu'à présent, qu'on ne pouvait pas couvrir jusqu'à présent, alors là, ça me paraît beaucoup plus justifiable, en tout cas aisément justifiable. Par exemple, les détections en matière médicale, si le but c'est de remplacer les radiologistes et ça pose un petit problème, si en revanche le but c'est d'aider les radiologistes à déceler des choses que jusqu'à présent ils ne pouvaient pas voir, alors là c'est différent. De même, on a vu la reconstitution de documents perdus dont on ne tenait que quelques petits morceaux, quelques fragments, et grâce à l'IA, on arrive à reconstituer le texte alors que jusqu'à présent, c'était des combinatoires beaucoup trop compliqués pour que on puisse le faire avec des algorithmes de Shor.
Deuxième cas, le fabricant est responsable des défaillances de l'outil. Et ici, il est responsable des défaillances de l'outil, que ce soit pour l'usage principal ou pour l'usage secondaire. Par exemple, le fabricant de voitures, il est responsable de ce que la voiture prend feu, que je sois en train de rouler ou que je sois en train de dormir dedans. Pas grave. C'était ça. Si ça tient une défaillance de l'outil, c'est sa faute. Le problème spécifique posé par l'IA est que, dans sa nature même, il y a des défaillances de l'outil qui ne sont pas des défaillances de conception, mais la conséquence normale de la logique de l'IA. On a eu un cas avec le problème de la décision. Là, dans la décision de tuer une personne au lieu de 5, ce n'est pas une décision rationnelle qui a été prise ici. Ce n'est pas une défaillance au sens d'une défaillance dans l'algorithme, mais c'est une défaillance morale qui vient de ce que l'algorithme lui-même conduit à prendre ce genre de décision de manière par des chemins non rationnels, sans motif. Rationnel, j'entends. Pensons aussi au cas du piéton, que la voiture en conduite autonome n'a pas les moyens de distinguer de l'ombre d'un lampadaire, ou de l'incapacité des IA à la déduction rationnelle. Ça conduit à des défaillances du point de vue du résultat, mais qui ne sont pas des défaillances dues à une IA mal faite, qui sont simplement dues à la limitation intrinsèque de l'IA. Il me semble qu'ici, il y a une exigence de délimitation du champ d'application des IA, des conditions dans lesquelles on peut utiliser une IA et de celles dans lesquelles on ne devrait pas l'utiliser. En réalité, tous les produits industriels ont un mode d'emploi, des avertissements, des interdictions d'utilisation, des clauses dans lesquelles on ne garantit plus le résultat. C'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre pour les IA, parce que tout simplement, c'est très difficile de savoir quand est-ce que l'IA va défaillir, mais en même temps, d'une manière ou d'une autre, ce sera nécessaire. Et de plus, il y a un autre élément qui va jouer, c'est qu'il va être difficile de faire admettre à ceux, c'est-à-dire les entreprises qui font des IA, qui ont voulu délester ou libérer des hommes d'un certain nombre de tâches, il sera difficile de leur faire accepter que désormais ce sont eux qui prennent la responsabilité des actes qu'ils ont pris en charge. Pourquoi? Parce que lorsque le principe des agents rationnels, c'est que toutes les décisions que prend un agent rationnel, il en a la responsabilité. Et donc, la responsabilité de toutes les conséquences de nos actes, elle est diluée à la taille de chaque agent rationnel. Lorsque une IA prend la place, toutes ces responsabilités individuelles limitées viennent se concentrer sur le seul agent qui a fait l'IA et qui applique cette décision à des millions de cas. Donc, lorsque vous avez une petite erreur au niveau personnel, individuel, il faut accepter de faire des erreurs, de se tromper. Mais lorsque vous faites remonter des millions d'erreurs entre les mains d'une seule société, là, ça va être très compliqué qu'elle admette d'être responsable. Troisièmement, il y a une exigence de justice morale qu'on appelle, dans notre jargon de morale, la justice légale. À savoir que tout fabricant qui veut faire un bon outil a aussi une responsabilité à l'égard des risques industriels. Parce que les risques industriels, ce sont des risques qu'on fait porter à la communauté, à l'ensemble. Et on doit faire attention à ne pas augmenter la dangerosité collective par des décisions qui viennent de notre activité industrielle. Et la première exigence morale de justice légale de tout IA devrait être, à mon avis, de ne pas tromper l'utilisateur sur le fait qu'il est face à une machine. C'est en réalité ce qui me gêne le plus aujourd'hui dans ces IA généralistes qu'on voit se développer.
à savoir que les interfaces veulent donner l'impression, elles entretiennent l'impression d'une conversation, d'un échange avec un égal. À aucun moment, ouais, sauf si, il y a quand même des dimensions dans lesquelles elles prennent en compte quand même le fait d'avouer d'être une IA. Mais lorsque, par exemple, on leur fait acquérir des dimensions d'empathie ou comme si elles étaient l'auteur de leurs pensées, eh bien, ici, on est face à un premier risque industriel qui est la tromperie généralisée à l'égard des IA, la confiance abusive à l'égard des IA. Et ça, c'est un vrai problème de société. En raison des dangers sur lesquels je vais revenir et sur lesquels Frère Guy-Marie reviendra, je me demande si la seconde condition qui devrait s'imposer ne devrait pas être le cantonnement des IA à des outils spécialisés et non pas à des assistants généraux. J'en viens à point suivant. Donc, est-ce qu'il est bon d'utiliser une IA? Donc, la bonté de l'IA en elle-même, maintenant, a-t-on le droit de l'utiliser? C'est le lieu des plus grandes incertitudes et des plus grandes inquiétudes concernant l'IA. Nous savons combien de récents outils technologiques comme l'ordinateur, puis l'Internet et la téléphonie mobile ont complètement transformé nos modes de vie, et pas seulement pour le bien. Or, il s'agissait encore d'outils traditionnels, au sens où nous en dirigions l'activité. Et c'est justement le problème, c'est que ce n'est plus le cas avec l'IA. Avec l'IA, on est face à une activité qui se dirige elle-même. Donc je vais rapidement évoquer juste quelques points, je suis désolé. Rapidement quelques points. Tout d'abord, pour bien comprendre cette question, il faut rappeler le rapport qu'entretient l'homme avec un instrument. Lorsqu'on se sert d'un outil, c'est nous qui sommes l'agent principal et on fait rentrer cet outil à l'intérieur de notre propre causalité pour s'en servir pour produire un effet. De sorte que, par principe, dans l'utilisation d'un outil, c'est nous qui sommes l'agent principal et l'outil est à notre service, nous est assujetti et c'est toute la difficulté d'utiliser un outil, c'est qu'il faut apprendre à bien s'en servir pour diriger son activité à produire l'effet qu'on attend qu'il produise, qu'on veut produire grâce à lui. Bien. Et ceci implique deux aspects qu'il faut considérer lorsqu'on utilise une IA. Premier aspect, c'est que le rapport à l'outil n'est jamais unidirectionnel. Je veux dire par là que lorsque on se sert d'un outil et qu'on l'assujettit à nous pour produire un effet, en même temps, nous avons à nous adapter à cet outil. Il y a une rétroaction de l'outil sur nous, c'est-à-dire qu'on apprend à vivre avec cet outil, à en faire un démembrement de nous-mêmes, un prolongement de nous-mêmes. Et donc, il faut envisager d'un côté la moralité, est-ce que c'est bon de se servir d'une IA pour produire un effet, et d'autre part la moralité dans la rétroaction, est-ce qu'il est bon de se servir d'une IA compte tenu de l'effet que ça va avoir sur moi. Deux aspects. Deuxième point, l'IA a ce site particulier qu'étant un automate de l'intelligence, elle est utile pour des activités qui revenaient ou qui pouvaient revenir à l'intelligence humaine, qui est justement ce par quoi nous dirigeons l'outil. Et donc, l'IA rajoute de la gravité à l'usage de cet outil, à savoir que quand ce sont des outils inertes, par exemple, prenez une bêche, prenez un tracteur, même une voiture, même s'il y a des dimensions automotrices, en réalité, ça repose toujours sur votre intelligence pour la diriger. Mais quand vous êtes face à une IA,
vous êtes face à quelque chose qui imite votre intelligence et qui peut remplacer votre travail d'intelligence pour une part. De sorte que, qui dirige qui? Qui dirige qui? Ça devient un vrai problème. Donc, j'aborde rapidement les points les uns l'un après l'autre. D'abord, dans la production de l'effet. Ici, on peut se poser plusieurs questions morales. Donc, première question, c'est, dont j'ai parlé, le remplacement des activités de l'homme et de certaines activités de l'homme. Par exemple, conduire, juger, écrire, informer. Toutes ces opérations, il y a une part d'elles qui est effectivement tout à fait détachable à un outil. C'est la part en réalité qui revient qui ne demande pas véritablement d'intelligence, qui est facilement remplaçable par une machine. Mais il y a toute une part qui, en revanche, est proprement de l'intelligence. Et ici, il me semble que la règle devrait être l'IA doit servir d'assistant, jamais de remplaçant. D'où mon deuxième point, qui dirige qui? Lorsque je fais une requête à l'IA, par exemple à ChatGPT, voilà, ainsi, ChatGPT, Grok, je ne sais pas quoi, enfin Gemini, je sais pas, bon, bref. Lorsque je fais une requête, la question à se poser, c'est qui dirige qui? Est-ce que c'est moi qui laisse l'intelligence artificielle me donner les réponses que je n'ai pas envie de chercher, pas envie de trouver, sur lesquelles, en réalité, je suis prêt à attraper n'importe quoi de ce qu'elle me dira? Ou est-ce que je lui demande parce que je sais précisément ce que j'attends, et ce que j'attends, c'est qu'elle me fasse gagner du temps à obtenir le résultat que, de toute façon, j'aurais obtenu si j'étais allé moi-même faire un certain nombre de recherches. Oui? Donc, est-ce que j'interroge l'IA pour réfléchir à ma place, ou est-ce que j'interroge l'IA pour assister sur les tâches subalternes de ma réflexion? Dans le premier cas, c'est l'IA qui me dirige. C'est elle qui me donne de quoi réfléchir. C'est elle qui me dit ce qui est utile. C'est elle qui me dit comment je dois penser. Ouais. C'est plus moi, c'est plus elle qui est l'instrument, c'est moi qui suis devenu l'instrument de l'IA. C'est l'IA qui pense par moi. Et désormais, les phrases que je vais répéter, que j'ai apprises par l'IA, je serai l'instrument de l'IA qui se servira de moi comme d'un propagateur des idées, des pensées, des manières de penser qui sont contenues et notamment dans les personnels alignements. Troisième point, la vérité, le bien, le juste, le beau. On a vu, le frère Guillain-Marie l'a montré, que ce qui échappe complètement à l'IA, c'est tout ce qui relève de l'intelligence, c'est-à-dire de l'universel. Et sur tout cela, l'IA ne peut pas apporter autre chose que ce qu'on lui donne à manger, ce dont on la nourrit. Elle ne crée pas, elle ne se place pas à ces niveaux-là. De sorte que toutes les activités qui requièrent particulièrement cet usage universalisant de l'intelligence sont les lieux précisément où l'IA va être défaillante sans vous le dire, sans que vous puissiez vous en rendre compte. Parce que, en effet, quatrième point, l'IA, ne sachant pas quand elle défaille ou quand elle ne défaille pas dans ses utilités, l'IA vous présente toujours les mêmes résultats, que ce soit vrai ou faux, que ce soit à côté de la plaque ou au contraire très pertinent, sur le même niveau. De sorte qu'elle vous donne l'apparence d'un discours au niveau des universels, au niveau du vrai, du bien, du juste, etc. Alors qu'en réalité, sa réponse se situe toujours au niveau de la manipulation des signes et de la répétition de choses qu'elle a appris à répéter. Enfin, dernier point, tout cela me conduit à une question morale, l'utilisation de l'IA dans l'éducation des hommes. Là, je poserai
ce serait un vrai souci. Puisque justement, le propre d'une éducation humaine, c'est pas l'apprentissage des techniques. C'est pas l'apprentissage à faire les mêmes choses que l'IA. Ce qui fait un homme, c'est justement l'apprentissage d'un jugement raisonnable, d'un jugement rationnel, d'un jugement dans lequel c'est l'intelligence qui dirige. Maintenant, je viens à la rétroaction sur l'agent de son usage de l'IA. Dans quelle mesure est-ce que c'est moral d'utiliser l'IA, sachant que ça va me façonner, sachant que je vais devoir m'adapter à elle? Ceci est très important parce que l'IA fonctionne avec des signes. Or, il n'y a aucun signe qui ne rentre pas en nous sans nous influencer. Quand nous ouvrons la radio, quand nous ouvrons un journal, quand nous ouvrons un livre, quand nous écoutons quelqu'un nous parler, tout cela nous influence. Et donc, laisser l'IA nous apporter des signes, c'est la laisser nous influencer. Alors ici, il me semble qu'un des traits qui est le plus dangereux, c'est la paresse. Parce que l'IA peut fournir très facilement, peut donner le change très facilement. De sorte que, très facilement, on peut se dire, elle va faire le travail à ma place. Et il est très facile de se mettre à oublier le devoir humain de penser ce qu'on pense et de penser ce qu'on agit. De réfléchir avant de parler, de réfléchir avant d'agir. Et c'est très facile d'adopter des comportements type IA, c'est-à-dire des comportements préformatés, des comportements statistiquement cohérents avec le reste de ce qu'on voit. Mais en revanche, celui dans lequel je suis l'auteur de mes actes, l'auteur de mes pensées, l'auteur de mes réflexions, ça, c'est le danger de la paresse qui guette. Et derrière ce danger-là, il y a l'esclavage. Parce qu'en réalité, l'esclavage, c'est justement ne plus être maître de sa vie, ne plus diriger sa vie, mais être dirigé par un. D'où mon deuxième point, l'asservissement à ce que j'appellerais les nouvelles féodalités. En réalité, ce n'est pas ce que j'appelle, ce sont les sociologues et les réflexions sociologiques récentes sur la réapparition de nouvelles féodalités. En l'occurrence, pensez, pour reprendre l'exemple de Montaigne tout à l'heure, aux personas avec lesquels on a l'habitude d'interagir quand on se met à interagir avec tel IA. Hein? Avec tel IA, je suis en contact avec tel persona. Petit à petit, j'apprends à la cerner. J'apprends à voir comment elle fonctionne, à voir comment obtenir de meilleurs résultats, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe en même temps que je m'habitue à cette persona, que j'en suis d'autant plus proche que je la comprends mieux. Mais ce que cela veut dire aussi, que cela devient le premier influenceur de ma vie. Autrement dit, des ingénieurs qui sont quelquefois à quelques dizaines de milliers de kilomètres, dans d'autres cultures, qui répondent à d'autres objectifs, qui répondent à d'autres visions du monde, sont en train de devenir les personnes qui sont les plus influentes dans mes manières de penser et dans mes manières de décider. Et ça, quand c'est répliqué à l'échelle de centaines de millions, voire de milliards d'individus, vous imaginez le pouvoir que ça donne, le pouvoir d'inféodation, de féodalisation que ça donne. Troisième point, la bulle IA. Ce que j'appelle la bulle IA, c'est le fait de toujours vivre dans les mêmes types de réactions, les mêmes types de contenus, les renforcements que produit le contact avec l'IA. À savoir que l'IA vous apporte toujours, en tout cas, elle essaye de s'adapter à vous, et donc elle va renforcer ce qui serait des traits particuliers, et elle va vous enfoncer dans une certaine bulle de connaissances. Et donc ça, il y a un petit côté, on entre dans la secte, hein, sans s'en rendre compte,
Mais regardez par exemple, si vous avez l'habitude des réseaux sociaux, regardez par exemple les contenus que vous propose votre assistant individuel de réseau social. Ça va dans le sens de ce que vous pensez déjà, ou de ce que vous, ce à quoi vous êtes attaché, de ce qui vous intéresse. Donc ça vous met dans une bulle, ça vous ferme du monde. Enfin, dernier point, ce que j'appelle le monde en plastique. Si vous regardez des images produites par l'IA, prenez le cas, c'est très frappant avec les images. C'est le même effet que la plastification du monde qui s'est produite dans les années 50-60, dans lequel tout d'un coup, à la place d'une planche en chêne, on pouvait reproduire un plastique linoléum en chêne. Avec le grand avantage du plastique, c'est il suffit de passer un coup d'éponge, c'est rigoureusement lisse, ça n'évolue pas avec le temps, ou plus exactement, quand ça évolue avec le temps, il faut le jeter. Alors c'est exactement l'inverse du bois de chêne, c'est-à-dire que quand ça évolue avec le temps, le chêne, on le garde, et au contraire, le plastique, quand il évolue, on jette. Donc, le monde en plastique, c'est le monde où tout est devenu lisse, où tout a été rendu dans des normes conformes, dans des normes statistiquement conformes. Et ça, si vous regardez les images produites par IA, hein, à la fois c'est éblouissant, parce que c'est drôlement fort d'arriver à les faire, mais en même temps, imaginez que votre monde soit rempli toujours de ces mêmes teintes, toujours de cette manière de lisser les couleurs, de cette manière de traiter les ombres et les lumières, de cette manière de traiter les objets, de cette manière de traiter les personnes. Toujours les mêmes représentations, les mêmes... Oui. Et vous voyez, en fait, l'appauvrissement terrible, terrible de l'imaginaire, terrible de la créativité, terrible de la sensibilité à toute la variété et la diversité du réel. Nous passons à la dernière question, troisième question sur l'enjeu moral de l'IA, et ce sera, je voudrais poser la question de l'enjeu social, c'est-à-dire la moralité de la diffusion de l'IA dans la société. Et je soulignerai trois enjeux: un enjeu économique, un enjeu écologique et un enjeu politique. Tout d'abord, du point de vue économique, une grande redistribution des emplois est à prévoir. On estime que dans les prochaines années, l'IA pourrait remplacer aux États-Unis 2,4 millions d'emplois et 300 millions dans le monde. Alors on pourrait d'abord dire que c'est une bonne nouvelle, puisque l'IA permet d'avoir une plus grande efficacité. Les tâches désormais inutiles sont les tâches les plus fastidieuses que l'IA va remplacer, va faire à notre place, et l'IA va également entraîner des créations de postes plus intéressants. Le cabinet McKinsey a réalisé une étude qui montre que l'IA pourrait générer jusqu'à 13 000 milliards de dollars de valeur économique d'ici 2030, parce que l'IA va améliorer la productivité dans plusieurs secteurs, et en particulier dans le domaine de la santé ou de la finance. On a déjà cité par exemple le formidable apport de l'IA pour ce qui est analyse de résultats médicaux, par exemple dans le domaine de l'imagerie. Mais c'est aussi une avancée à double tranchant, et plusieurs analyses soulignent le risque de ce changement pour les conditions de travail. En deux mots, l'importance de la productivité pourrait grandir encore au détriment de la qualité humaine du travail. Donc c'est ce qu'on appelle le sophisme du portier. Si un gérant d'hôtel considère le portier comme un simple moyen d'ouvrir la porte, eh bien pour lui, il est très avantageux de le remplacer par une porte automatique. Il n'est pas nécessaire de la payer, seulement de faire un peu d'entretien. Elle ne dort pas la nuit et elle ne prend pas de vacances.
Mais en réalité, ce remplacement est une perte pour l'hôtel parce que le portier est aussi la garantie d'une meilleure expérience pour les clients. Le portier dit bonjour, il porte les sacs, il appelle le taxi, etc. Tout ce que la porte automatique ne fait pas. L'existence d'un portier humain, c'est donc pour un hôtel un signe de qualité. Et ce phénomène peut se produire si l'intelligence artificielle remplace tous ces emplois. Et on connaît l'exemple d'un système de surveillance des employés qui est utilisé dans la banque JP Morgan, un système qui s'appelle Wado et qui a conduit les employés à un sentiment paranoïaque. À première vue, c'est un système très efficace qui surveille ce que font les employés et qui est même capable de savoir s'ils ne vont pas bien et a la gentillesse de prévenir le manager. Mais la conséquence est que les employés se sont sentis un petit peu surveillés. Et devant ce constat, qu'a fait l'entreprise? Eh bien, elle a renforcé son système de surveillance qui est destiné au bien-être des employés, entre guillemets. On est donc devant une boucle infernale et on se pose à nouveau la question qu'a soulevée frère Emmanuel tout à l'heure. Qui dirige qui? Est-ce qu'on est dominé par la logique singulière de l'IA ou est-ce qu'on ne fait que l'utiliser? Deuxième aspect, l'enjeu écologique. À première vue, tout comme elle pourrait améliorer notre économie, l'IA pourrait être utile pour lutter contre le changement climatique. Elle pourrait nous offrir des solutions pour optimiser nos dépenses énergétiques et pour réduire leur impact environnemental. Mais comme l'a souligné l'encyclique Laudato Si, l'écologie, ce n'est pas d'abord un problème technique, mais c'est d'abord un problème humain. Et sur ce point, l'IA semble nous conduire dans une mauvaise direction, non pas celle de la sobriété, mais celle de l'usage toujours plus effréné de technologies. On sait que l'entraînement des modèles nécessite une immense quantité d'énergie, sans compter le coût écologique des GPU, c'est-à-dire du matériel informatique qui est nécessaire au centre de données. Aujourd'hui, les chercheurs discutent pour savoir si ce sont les bénéfices ou les coûts écologiques de l'IA qui vont l'emporter. Les coûts écologiques de l'IA vont peut-être se réduire, mais leur usage va sans doute augmenter. Qu'est-ce qui l'emportera? C'est une vaste question. Est-ce que nous résisterons à la tentation d'utiliser toujours plus d'IA pour un avantage qui ne sera pas forcément significatif? Et c'est le phénomène que nous avons observé, que vous voyez sur l'écran. C'est le phénomène que nous avons observé dans l'usage de la puissance pour les voitures. Au départ, comme vous le voyez, les voitures ont remplacé les chevaux. Ce que faisaient les chevaux, désormais, ce sont les voitures qui le font. Mais peu à peu, nous allons au-delà du remplacement simple et la voiture nous donne des possibilités supplémentaires. Elle permet d'aller plus loin, par exemple. Et ainsi, nous voulons des voitures de plus en plus puissantes pour avoir plus de vitesse, pour aller plus loin, avec plus de confort, etc. Jusqu'où irons-nous? On peut appliquer ce même raisonnement dans le cas de l'intelligence artificielle. Nous pouvons craindre qu'il en aille de même pour la course à l'intelligence artificielle et nous rejoignons la tentation prométhéenne que frère Emmanuel soulevait au début de la conférence, le désir de toute puissance. Troisième aspect, l'aspect politique. Et dans cet aspect politique, il y a un enjeu qui est celui de l'égalité, un enjeu fréquemment souligné par le pape François, par le récent document Antipois et Nova, qui souligne que l'IA pourrait exacerber les inégalités sociales. Pour l'illustrer, je voudrais prendre l'exemple suivant. Il y a eu, dans les dernières années, une polémique
autour d'un logiciel d'aide à la décision judiciaire qui est fondé sur l'intelligence artificielle, qui s'appelle Compass, donc qui est utilisé aux États-Unis, dans certains États. C'est un logiciel qui prend en entrée un grand nombre de paramètres sur les détenus et qui doit aider les juges à décider s'il faut maintenir un condamné en détention ou bien s'il faut le libérer. En 2016, le média ProPublica a accusé ce logiciel de fournir de faux résultats et de défavoriser les Noirs. Et plus précisément, le problème est le suivant, que vous voyez sur l'écran. Il y a plus de faux positifs chez les Afro-Américains, c'est-à-dire les faux positifs, ce sont des personnes maintenues en détention de manière erronée alors qu'elles pourraient être libérées. Donc plus de faux positifs chez les Afro-Américains et plus de faux négatifs chez les Européens, c'est-à-dire des personnes libérées alors qu'elles auraient dû rester en prison. Qu'il y ait des erreurs, ça c'est le propre de tout algorithme, de tout logiciel, mais le problème c'est que ces erreurs ici sont discriminatoires. L'entreprise a répondu de la manière suivante. Pour chaque score de dangerosité, la proportion de blancs et de noirs, dit-elle, est identique. Ce qui est vrai, mais le problème, c'est que les deux parties, c'est-à-dire l'entreprise qui a fabriqué le logiciel et ProPublica qui conteste ce logiciel, emploient des critères d'équité différents, c'est-à-dire des manières différentes d'optimiser les choix. Ce qu'on appelle une incompatibilité des métriques, la manière de mesurer l'égalité. Et cette incompatibilité, elle est due à la répartition des données. Il existe de fait plus d'Afro-Américains parmi les détenus que dans la population générale des États-Unis. Donc on en revient au problème fondamental du biais des données qu'on a déjà évoqué. Si l'on voulait qu'il y ait le même taux d'erreur entre les Européens et les Afro-Américains pour ce logiciel donné, eh bien, il faudrait que les analyses soient faites de manière séparée entre ces deux populations, ce qui pose à nouveau un problème de justice. Est-ce que c'est juste de séparer les populations pour faire les analyses? Donc, pour un sujet aussi sensible que celui-ci, aux États-Unis, choisir une métrique, c'est-à-dire une certaine mesure de l'égalité et non pas l'autre, est un choix crucial qui ne peut pas être laissé à une entreprise privée. L'intelligence artificielle, alors la bonne nouvelle dans le cas de ce logiciel, c'est que les juges en fait l'utilisent très peu et que c'est un logiciel qui est assez peu fiable et donc assez peu utilisé. Mais ça a l'avantage de bien montrer le problème. L'intelligence artificielle nous place donc face à de grands enjeux politiques. Premièrement, c'est un problème qu'on a déjà soulevé. Qui possède les données? L'entraînement des modèles nécessite des jeux de données en grande quantité et de bonne qualité. Celui qui possède les données possède la supériorité dans ce domaine. Deuxième problème, comment les données sont-elles utilisées? Dans le cas de cet algorithme Compass, pour y revenir, le logiciel s'appuie sur des données extrinsèques aux antécédents judiciaires de l'inculpé. Par exemple, sa catégorie sociale, ou bien les antécédents pénitentiaires de ses proches, de ses parents. Ce qui pose un réel problème de justice. Est-ce qu'on peut maintenir quelqu'un en détention sur la base de critères qui ne dépendent pas de sa volonté? Est-ce que le fait que ses parents aient fait de la prison doit inciter à garder quelqu'un en prison? Troisième problème, comment sont programmés les modèles? Nous avons vu que dans le cas de cet algorithme, le choix d'une métrique n'était pas neutre, engageait une certaine conception de la justice, et la complexité de ces algorithmes rend le débat démocratique difficile. Quatrième question, quelle est l'influence de l'intelligence artificielle sur nos décisions futures?
Dans le cas de cet algorithme, ceux qui sont socialement défavorisés ont plus de chances de se retrouver en prison de manière injuste. Ça ne fait que renforcer les inégalités. Les données vont marquer de manière encore plus forte cette différence sociale et donc il y a une sorte de prison statistique pour ceux qui sont nés dans un milieu marqué par la violence. Au total, ceux qui savent utiliser l'IA et qui possèdent les bonnes données détiennent un pouvoir considérable et donc important d'avoir des IA décentralisées pour échapper à ce danger d'uniformisation des résultats. Certains chercheurs ont proposé l'idée d'IA nationale ou particulière pour prendre en compte ces particularités et éviter l'effet de pouvoir d'entreprises supérieures aux nations. Et ces questions invitent également à poser des restrictions d'accès à certaines données sensibles pour respecter la vie privée des individus, ainsi qu'une protection renforcée contre des usages nocifs, c'est ce que le frère Emmanuel évoquait tout à l'heure. Et enfin, il faudrait un cadre de responsabilité civile des entreprises pour des dommages causés par l'IA, parce que celui qui programme a toujours une part de responsabilité dans ce que fait l'IA. Il y a donc un vaste chantier devant nous. Pour finir, j'aimerais juste brosser un très rapide portrait justement des différentes entreprises qui proposent des modèles de langage pour un peu mieux comprendre. On parle beaucoup d'IA en général, etc., mais qui les font et comment est-ce qu'on y accède, etc. Donc, les grands noms qui sont à retenir, il y a pas mal d'entreprises américaines qui proposent des intelligences artificielles. OpenAI, c'est la première entreprise qui a vraiment fait une percée au niveau de la génération textuelle et qui propose justement ChatGPT qui est largement connu. Anthropic, qui est également américain, qui propose l'intelligence artificielle qui s'appelle Claude, aussi très connu. Google, depuis quelques années, ont commencé aussi à avoir un gros modèle Gemini. X, aussi américain, avec Grok. Et tous ces modèles-là, ce qu'ils ont en commun, c'est que ce sont des modèles propriétaires. Des modèles propriétaires, c'est-à-dire que ce sont des modèles qui sont hébergés sur les serveurs de ces entreprises. Et pour pouvoir utiliser leurs services, il faut se connecter sur une plateforme, s'inscrire. Et ensuite, ce sont eux qui vont gérer la réception des requêtes, le traitement des requêtes et le renvoi des réponses. Les données sont stockées sur leur serveur, etc. Et donc, ils ont un monopole de l'utilisation de leur modèle. À côté de ça, on a aussi des modèles qui sont justement dits open source, ou en tout cas à peu près. Et ce cadre-là, en fait, ce sont des modèles que l'on peut, par exemple, télécharger et que l'on peut inférer, donc c'est-à-dire faire tourner sur nos propres matériels. Et donc, pour citer les grosses entreprises qui proposent ce genre de modèle, DeepSeek, qui a fait beaucoup parler d'eux il n'y a pas très longtemps, qui sont justement des Chinois. Qwen aussi, une grande entreprise chinoise qui propose des modèles de langage. Euh, au niveau européen, on a une entreprise française qui s'appelle Mistral, qui propose des modèles de langage qui sont open source, aussi d'autres qui sont propriétaires. Et enfin, Meta, américain, qui est aussi le porte-étendard de l'open source et qui, depuis beaucoup d'années, sont ceux qui vont permettre que leur modèle soit téléchargé et qui essaient d'avoir une transparence sur l'architecture, c'est-à-dire la manière dont sont codées en détail leurs intelligences artificielles. Et enfin, on va avoir aussi d'autres entreprises qui sont pas forcément aussi connues et aussi orientées que ces entreprises-là, mais par exemple, LG ou IBM aussi ont des modèles de langage. Et donc, ça montre que ces technologies-là ne sont pas forcément réservées que à des entreprises GAFAM, etc., très puissantes, mais que d'autres entreprises qui font de la R&D, c'est aussi accessible, en fait, ce genre de technologie pour ces entreprises-là. Et donc, ce que je veux vraiment souligner, c'est cette différence entre open source et propriétaire. Dans un cadre, on peut utiliser ces modèles-là, on peut les télécharger et les utiliser pour des cas particuliers. Donc, ça va servir pour des cas d'application où les données ne peuvent pas partir. Par exemple, il faut être utilisé par d'autres nations.
c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir un contre-pouvoir face au monopole. Et le danger qui est levé, c'est celui de l'utilisation qu'a bien évoqué le frère Emmanuel sur le fait que ces poids-là qui sont disponibles pour tout le monde peuvent être utilisés par n'importe qui, n'importe comment. Donc il n'y a pas de contrôle sur l'utilisation, ce qui apporte des avantages et certains bénéfices moraux, mais aussi il y a des questions morales sur cette utilisation libre, en tout cas accessible à tout le monde de ces modèles-là. Donc ça, c'est ce qui se passe et c'est un peu l'écosystème actuel autour des modèles de langage. Merci Antoine. Nous avons été un peu longs, veuillez nous en excuser, mais nous pouvons avoir un temps de discussion maintenant pour ceux qui ont encore de l'énergie. Même actuellement, si vous parlez de décentralisation, on voit quand même que l'IA est quand même excessivement concentré, quoi. Actuellement. C'est ce qui est quand même... on a l'impression d'être plutôt dans une intelligence, je dirais, promotionnelle, c'est-à-dire que ce sont ces grandes boîtes qui semblent diriger les opérations avec les risques que ça peut courir justement sur un monopole. Oui, tout à fait. Les grandes avancées sont faites par ces gens-là qui ont plus de moyens en général. Et après, justement, tous les modèles open source et tout ce qu'il y a autour au niveau communauté scientifique permet que cette technologie ne soit pas détenue par ces grandes boîtes, en fait, exclusivement. Peut-être en termes de moyens, c'est-à-dire les plus gros modèles sont effectivement détenus par les boîtes qui ont le plus de moyens. Et ça peut être un peu réservé. Mais tout ce qui est un peu plus petit peut vraiment peut être accessible à beaucoup plus que ce qu'on ne le pense en tout cas. Moi je voudrais dire que c'est la soirée qui m'a le plus intéressé. Je trouve que l'éthique c'est quelque chose qui nous parle. Il y a pas mal de recommandations, de choses bien imagées. Et ma question c'est... moi, ça me donne envie de me former, voire de m'éduquer à une certaine utilisation de ces outils. Est-ce que vous savez ce qui existe actuellement? Il y a peut-être des associations qui se montent, ou même peut-être dans les open source, il y a peut-être des communautés où les gens réfléchissent à ça, mais je ne sais pas. Ça va vraiment dépendre du besoin que vous avez, enfin du niveau de formation. Si c'est une formation technique, il y a des entreprises qui sont justement... Pas forcément technique, hein, mais quand j'écoute la radio, oui. Je vois des informations passer sur Internet. C'est sur quels outils je peux utiliser pour faire la part des choses, comme vous l'avez dit sur les questions éthiques d'utilisation de l'IA. C'est vraiment ça. Parce que là, tel que vous l'avez décrit, ça rentre de plein pied dans l'outil, dans la façon de vivre, d'appréhender les choses complexes de ce monde. Moi, mon opinion personnelle sur cette question, c'est justement le fait qu'on propose des conférences pour parler de l'intelligence artificielle. Et l'éducation, elle vient du fait que vous vous intéressiez, vous de votre côté, à ces ressources-là qui sont mises à votre disposition. Effectivement, il y a plein d'infos à la radio, etc. Et après, il y a pas mal de conférences aussi et qui vous permettent de mieux réfléchir, de mieux comprendre et d'être éduqué aussi aux usages. Et il peut y avoir une grande diversité de ce contenu-là qui peut vous être utile, justement. Ces conférences, on les a préparées il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, nous-mêmes, à part Antoine qui travaille dans le domaine, on a un peu découvert ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué des principes philosophiques et théologiques qu'on avait reçus à cette question de l'intelligence artificielle. Donc je pense que ce qui serait, pour se former, ce qui serait important, enfin, dans la conférence précédente, ce qu'on a utilisé surtout des principes anthropologiques, qu'est-ce que l'intelligence humaine? Et donc par contraste, pourquoi l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence humaine? Et aujourd'hui, c'était plutôt des principes éthiques, des principes de morale. Donc je pense que, enfin, ce qui est, disons, on a utilisé une sagesse ancienne pour l'appliquer à des questions nouvelles.
Donc je pense que si vous vous intéressez à ces questions-là, ce qui est important, c'est d'abord les choses les plus fondamentales. Qu'est-ce qu'un homme, l'anthropologie, la morale, je pense que c'est dans cette direction qu'il faudrait aller. C'est pas évident, hein, parce que je suis d'accord avec vous que la somme, la complexité du monde, qui se complexifie depuis longtemps, ça nous rend quand même dépendants des outils. Donc c'est compliqué de faire la part des choses. Et ce que vous avez dit, par exemple, sur le fait que les machines utilisent des milliards de données et très rapidement, ça crée une influence, une sphère d'influence dans laquelle on est un peu piégé. C'est compliqué de faire cette part des choses. Parce que on est de plus en plus avec le téléphone. Ça, c'est pas un téléphone, hein, c'est un micro-ordinateur, on est d'accord. Personne ne le dit, on le dit rarement. C'est pour ça qu'on a du mal à les utiliser parfois. Mais on voit bien qu'on est. Moi, quand je bossais, je recevais 200 mails par jour. Quoi. Comment on peut traiter 200 mails? Avec c'est la quantité d'informations qui fait qu'à un moment donné, d'abord on est obligé de mettre des priorités, d'écarter des choses qui sont peut-être bonnes, hein, mais du point de vue humain, c'est extrêmement difficile. En termes pour la question écologique, vous sembliez présenter les gains du côté de l'IA autant que des pertes. Jusqu'à maintenant, j'entendais plutôt le fait que ça pouvait être un argument un peu rédhibitoire pour utiliser trop facilement au quotidien l'IA pour s'amuser, entre guillemets, parce que sur le plan écologique, ça surconsommait de façon épouvantable. Et là, vous semblez diminuer cet aspect-là, ou en tout cas, c'est beaucoup plus débattu, il me paraît. C'est pas un argument suffisant pour dire ne jouons pas tout le temps avec l'IA dans les causes, dans l'application. Ce que j'ai souligné, c'est la compensation entre, disons, le coût écologique de l'entraînement des modèles, c'est-à-dire le matériel d'abord et ensuite l'entraînement des modèles, et l'économie écologique, le bienfait écologique que pourrait nous procurer le fait d'avoir des IA. Après, ce que je disais, c'est que la question elle va venir de l'usage des IA, c'est-à-dire si nous avons des IA en très grand nombre que nous utilisons tout le temps, eh bien c'est sûr que le coût écologique va exploser. Et c'est ce qu'on voyait, c'est le schéma avec les voitures. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites. Mais ce qui est débattu, et là les chercheurs sont, j'ai lu des choses dans différents sens, c'est par rapport vraiment au bienfait écologique versus le coût d'entraînement. J'avais envie de demander à Antoine comment il s'en sort par rapport au discours d'Emmanuel. Très bien. En étant tout le temps dans cet univers. Le discours du frère Emmanuel, il me permet de prendre du recul sur mon métier, personnellement. Et il me permet de mieux réfléchir justement à ces questions d'open source, de propriétaire. Pour moi, l'open source, c'est très pratique, parce que dans mon métier, j'ai besoin d'avoir les poids des modèles pour les utiliser. Mais lorsque le frère Emmanuel parle de moralité d'utilisation, je me rends compte que j'utilise un modèle pour faire ce que j'ai envie avec, le vendre à n'importe quel client, etc. Et ça me pose aussi des questions. Et donc, oui, ça me fait grandir aussi. Et donc, les signes qu'il m'a envoyés m'ont influencé ce soir. Il y avait de la pensée, là. Alors, non, pas tout de suite. Mais dans le souci de faire une belle IA. Oui, bien sûr. Bien construit. Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui permet de détecter les biais des différents logiciels d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on y pense? On n'utilise pas forcément de l'intelligence artificielle, mais des méthodes statistiques plus classiques, d'analyse. Mais en général, on a besoin d'annotation. Par exemple, comment est-ce qu'ils ont su que le modèle de Google était
plus en faveur des valeurs progressistes. C'est compliqué de savoir ça, d'affirmer ce genre de phrase. Ce qu'ils ont effectué, c'est qu'ils ont pris un ensemble de personnalités politiques, en 3000 ou 4000, et ils ont demandé une description de la personnalité politique à l'intelligence artificielle dont ils souhaitaient accueillir des connaissances. Et une fois qu'ils ont obtenu cette description, ils ont noté sur une échelle de très négatif à très positif la manière dont est présentée cette personnalité politique, en sachant avec neutre au milieu. Et enfin, chaque personnalité politique va avoir des tags qui lui sont associés face à ses positions idéologiques, etc., personnelles. Et ensuite, on va moyenner tout ça sur énormément de personnalités politiques. On va dire, bon, en fait, dès qu'il s'agit d'un homme politique qui a telle valeur, il va être présenté d'une manière très positive par cette intelligence artificielle. Et donc, c'est la manière dont a été évalué, par exemple, certains biais ou certaines tendances qui ont été observées. Et donc, ce n'est pas vraiment une intelligence artificielle qui déclare ça ou comme ça, mais c'est plus des analyses statistiques qui ressembleraient à des études sociologiques, mais faites pour des modèles de langage, grosso modo. Ce sont des organismes qui sont déjà identifiés qui font ça? Ce sont comment? Des organismes qui font ça, qui sont identifiés, qui font ce travail? Ce sont des chercheurs... non, ce sont des chercheurs de... Enfin, peut-être, je ne sais pas trop. J'ai juste lu la publication, mais je ne sais pas trop qui sont les auteurs. Mais il y a plusieurs recherches qui vont dans ce sens-là. Oui. En réponse à une précédente question, vous avez dit que le coût écologique pouvait ou allait exploser. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'il nous faudra beaucoup plus d'énergie, produire beaucoup plus d'énergie pour faire fonctionner l'intelligence artificielle, ou il y a d'autres conséquences écologiques que je ne perçois pas. Ce qui est mesuré, je crois, c'est le taux de CO2, c'est-à-dire l'impact sur le changement climatique, tout simplement. C'est ça qui est mesuré, enfin prévu. Et c'est ça que l'on peut craindre d'ordre. Oui. Et qui certainement va avoir lieu quand l'intelligence artificielle va se développer, ce qui est inéluctable. Ça dépend de la capacité de l'homme à se raisonner et à se mesurer lui-même. Il y avait Louis qui avait une question. Est-ce que de façon générale, vous êtes plus optimiste ou pessimiste par rapport à l'effet que l'IA va avoir surtout dans les prochaines décennies? C'est une question difficile. Plutôt pessimiste ou optimiste? Oui, je ne sais pas. Vous voulez répondre en fait? Vous pouvez répéter la question? La question, c'est est-ce qu'il faut être plutôt pessimiste ou optimiste pour les prochaines décennies? Je serais tenté de reprendre la remarque de Fénelon. De toute façon, tout a toujours très mal marché. Non, je dirais, il va y avoir, en fait, à mon avis, comme d'habitude, pour un peu tout ce qui est humain, il va y avoir des éléments positifs. Par exemple, regardez la voiture. C'est sûr qu'il y a eu des éléments positifs dans la voiture. On ne peut pas nier que ne plus avoir un cheval dans son appartement à nourrir soit quand même un point positif. Et d'un autre côté, il y a eu les effets négatifs. La transformation complètement des paysages par des routes, des autoroutes, des péages, des périphes, etc. La bitumisation du monde, le nombre de morts par accident de la route, qui était bien supérieur aux guerres qu'on a connues. On a accepté des morts par accident de la route. Enfin bref, donc toute innovation technologique a des effets positifs dont on accepte les effets négatifs parce qu'ils sont supportables.
Après, il y a un autre aspect qui est, là-dedans, il y a toujours une partie qui essaye de le vivre de manière modérée, vertueuse. Ouais. Il y a ceux qui sont au contraire les victimes, et je dirais c'est toujours à eux qu'il faut penser, parce que souvent ce sont les plus faibles qui se font briser par ces innovations. Et puis après, ce qui joue beaucoup dans les limitations, ce sont les contraintes. Contraintes en matière de ressources, contraintes en matière de technologie. On touche à un moment des contraintes, et ce qui fait qu'une technologie va plafonner, et puis elle va finir de produire son effet. Bon. En l'occurrence, c'est sûr que pour l'IA, il y a certainement des très gros effets sociaux à attendre. Voilà. Mais avec toute cette amplitude, me semble-t-il, d'effets positifs, négatifs. Voilà. Justement, en fait, pour rebondir sur votre réponse, ça répond en partie à la question que vous me posez, mais je préfère quand même la poser. Est-ce que vous avez travaillé sur une analogie en fait, des différentes révolutions qui se sont finalement passées dans l'humanité, entre la révolution d'imprimerie, ensuite la révolution industrielle, maintenant l'intelligence artificielle, la révolution à venir, sur la posture de l'humain là-dedans, et la régulation qui a été apportée, une analyse un petit peu historique, sociologique quelque part, de la régulation à chaque fois que l'humain a été confronté comme celle du monde. Ce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, apporte quelques réponses, puisque finalement, je comprends que c'est peut-être une contrainte technique ou des contraintes de ressources qui vont faire la régulation. Je ne sais pas si c'est une approche que vous avez étudiée en particulier. Moi, non. Enfin, il y a des études d'histoire de la technologie. Il y a... bon, comme si j'ai pas j'ai plus les... Mais la nouveauté, c'est que jusqu'à présent, les instruments étaient des instruments qui étaient des prolongements de nous-mêmes, assez lointains. Puis petit à petit, en fait, on s'est rapproché de ce qui est du signe. Alors, ce qu'il y a de plus équivalent, par exemple, à la révolution du point de vue de la signification, ça a été l'imprimerie. Parce que l'imprimerie a tout d'un coup multiplié la masse de signes disponibles à tout le monde. Pour aujourd'hui, l'IA va multiplier la masse de production de signes. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un effet d'écœurement. C'est-à-dire que quand on voit la masse de choses à lire, de choses à ingurgiter par jour, il y a un moment où je pense, on se dit, finalement, je serais mieux à vivre plus simplement dans la nature et avec moins de bruit. En fait, c'est un bruit, un buzz permanent.